Avant le début de ce reportage, on vous présente CyberGhost. CyberGhost, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas fait pour ghoster vos ex, non. C'est un VPN, un leader du marché avec 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est aussi un des VPN les mieux recommandés par Trustpilot. Un VPN, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau privé virtuel qui vous permet de masquer votre IP, ce qui vous permet de consulter des contenus qui ne sont pas accessibles en France, et ce sur 35 plateformes différentes. Par exemple, par hasard, la dernière vidéo de Papacito sur l'éleveur menacé à Montjoie par un lord anglais qui avait fait 400 000 vues et qui est maintenant bloqué en France. CyberGhost, c'est vraiment le fantôme des internets car il ne collecte et ne conserve aucune donnée, c'est la politique du no logs. Vous êtes donc tranquille, loin de tout ce que les GAFAM peuvent aspirer comme données personnelles sur vous. Le détail de cette offre CyberGhost est en bas dans la description de cette vidéo et en utilisant ce lien, vous bénéficiez de moins 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous pouvez aussi souscrire un abonnement CyberGhost VPN sans risque car vous avez une période d'essai de 45 jours satisfait ou remboursé. Alors béour, c'est un mot qui nous vient du vieux français, qu'on retrouve dans plusieurs textes, surtout au XVe siècle et au XIVe siècle. Le béour, c'est une activité sportive qui s'inspire de la pratique médiévale du tournoi, qu'on peut déjà considérer comme une pratique sportive, puisque c'était une sorte de simulacre de guerre organisé entre personnes consentantes, sans but de se tuer, mais plus dans un but de divertissement, d'entraînement, de dépassement de soi. Et il y avait aussi tout un rôle social de faire vivre un peu les activités guerrières de la noblesse en dehors des périodes de guerre. J'ai rencontré le béour en 2013, sur vidéo en fait, puisque je pratique combat médiéval, reconstitution depuis que je suis tout petit. Et on a rencontré l'équipe Aquila Sequania et qui était en train de se monter. J'ai rejoint cette équipe et je dirais que c'est un petit peu comme un virus. Une fois qu'on l'a chopé, c'est foutu, on n'arrête pas. Et donc ça fera l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis dans ce monde-là. J'ai commencé à forger où j'avais 18 ans. Celui qui m'a filé le virus du médiéval et de la forge était forgeron et combattant. Et c'est un homme qui m'a beaucoup impressionné, Bernard Crotty, le fondateur des Chevaliers de Franche-Comté. Et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Donc j'ai appris le boulot en allant travailler avec des vieux forgerons, avec des forgerons à la retraite, en faisant des stages. Et j'ai ouvert mon entreprise après en 2011 pour me mettre artisan et essayer de vivre de ça. Le métier de forgeron, il se divise en plusieurs catégories. On a les ferronniers, on a les chaudronniers, on a le maréchal ferrant également, qui est une partie de la forge. Moi, je suis spécialisé dans la taillanderie et dans le battage d'armure. C'est-à-dire la taillanderie, c'est tout ce qui coupe, que ce soit du couteau, du ciseau à bois, du burin, de l'épée, de la hache, que ce soit pour les tournois en version non affûtée ou pour les professionnels, les bûcherons, les menuisiers, les tailleurs de pierre. Et parallèlement, j'ai développé tout ce qui est battage d'armure, tout simplement pour répondre aux besoins des copains qui sont en lice avec nous, puisqu'en France, on n'est plus énormément à le faire. C'est une histoire de passion et un petit peu de faire ce qu'on avait besoin pour répondre à notre passion. Je m'appelle François-Xavier Dufour, je suis de l'équipe Martel, donc comme sur ma poitrine. Et j'ai commencé le béour il y a 1 an exactement. C'est-à-dire que commencer le béour pour moi, c'est faire le premier tournoi que j'ai fait en Italie, à Volpiano. Et sinon, ça fait 3 ans en tout que du coup j'ai commencé à faire du soft, ce qu'on appelle du soft, parce qu'au début on s'entraîne avec des armures de taekwondo et des épées en mousse et des choses comme ça. Alors, les règles du jeu globalement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, c'est on est donc 5 contre 5 dans une lice. On est des équipes de 8, c'est-à-dire qu'en fait on est 5 dans la liste, 3 remplaçants. Et les combats se gagnent par round, donc il y a 2 rounds gagnants à chaque fois. Et un round se gagne quand on aura mis la totalité de l'équipe en face par terre,
ou alors qu'on est en surnombre de plus de 2 contre 1. C'est-à-dire que si on est 3 contre 1, les arbitres vont arrêter parce qu'ils vont considérer que la personne toute seule risque plus de se faire blesser qu'autre chose. Tous les coups sont permis ou presque, évidemment, parce qu'on veille quand même un minimum à la santé des combattants. Donc les coups qui sont interdits, ça va être les coups sur la nuque, ça va être les coups dans les parties génitales et puis ça va être les coups dans les genoux. Tout ce qui est également contraindre une articulation, donc faire des clés de bras ou des choses comme ça, c'est interdit parce que ça casse directement le membre. Donc c'est tous ces coups qui sont interdits et qui sont sanctionnés en fonction de la gravité d'un carton jaune ou d'un carton rouge. Les règles, elles sont contrôlées par ceux qu'on appelle les arbitres. Donc les arbitres, c'est les hommes et les femmes en jaune qui sont dans la liste avec leur bâton et c'est eux qui veillent à la sécurité des combattants en intervenant quand ils voient des coups interdits, quand ils voient que même une personne a mal réagi à un coup, etc. La lisse, c'est un peu notre terrain de jeu, c'est-à-dire que c'est toute la structure en bois que vous allez trouver autour des combattants, qui est donc un rectangle en bois dans lequel on va se battre et on combat dans la lisse et au cours du combat, si on sort de la lisse, parce qu'on peut se faire écraser en dessous par exemple, on est mis hors de combat. Qui a vu son âge d'or au XIIe siècle et XIIIe siècle principalement. Ensuite, au XVe siècle, on a eu le roi René d'Anjou qui a voulu ressusciter un peu cette pratique qu'il voyait disparaître et qui a écrit ce qu'on considère comme les premières règles du béour, qu'on a fait évoluer ensuite au XXIe siècle avec des gens qui ont voulu reprendre un petit peu le flambeau et on a adapté ça aux contingences, aux exigences du XXIe siècle dans le cadre des pratiques sportives et culturelles. Et les blasons sont souvent inspirés des régions. Certains créent leurs blasons aussi un petit peu de rien. Le seul regard que s'impose la fédération sur ces blasons, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient un aspect trop moderne ou outrancier. Donc c'est un petit peu des imitations de ce qui pouvait se faire à l'époque médiévale, sans un respect strict des règles de l'héraldique. Celui que nous, on a adopté avec Martel il y a maintenant 10 ans, on a repris le blason de Jeanne d'Arc, où à la place d'une épée d'argent, on a mis à la place un marteau, qui fait référence à notre nom, Martel. La fédération, on l'a créée en 2014, donc c'est relativement jeune. On a aujourd'hui environ 400 licenciés, entre guillemets, qu'on ne peut pas vraiment appeler licenciés, parce qu'on n'est pas une fédération reconnue par le ministère des Sports, mais on a un fonctionnement comme si on l'était en fait. Plus tous les bénévoles, les accompagnants des équipes, qui font un peu un travail d'écuyer sur les tournois, tout ça. On monte à environ 600 personnes en fait, qui gravitent autour. On ne recrute pas que des combattants, on a aussi besoin d'arbitres, de bénévoles pour nous aider sur l'organisation, sur la gestion administrative, sur la recherche de financement, sur plein d'aspects en fait. L'équipement d'un combattant, il va y avoir une partie visible et une partie invisible. C'est-à-dire que la partie invisible, on va avoir des protections modernes sous notre armure. Par exemple, quelque chose qui est très important, ça va être une dorsale de moto. Parce qu'une dorsale de moto, sans une dorsale de moto, on peut avoir des gros problèmes en cas de coup sur la colonne vertébrale ou choses comme ça. Et ensuite, il y a toute la partie apparente qui va être l'armure. Et donc elle est constituée d'une armure classique entre guillemets, c'est-à-dire avec des parties pour protéger chacun des membres du corps. Et après les armes, donc au BO en général, dans ce qui se fait actuellement, on est plus classiquement, on va avoir des fauchons et des boucliers. Donc les fauchons, c'est des sortes d'épées pour ceux qui connaissent pas forcément trop les différences. Et on va avoir aussi les haches boucliers, haches à une main bouclier. Et puis ceux qu'on va appeler les astiers, qui ont des armes à deux mains et qui eux sont faits pour taper fort et coucher assez rapidement. On a un peu les homes qu'on veut entre guillemets. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, ce qu'on voit assez souvent dans les équipes, c'est ce qu'on appelle le wolf rib. C'est un home avec une grille devant parce que ça permet de voir bien autour de soi et d'avoir également une bonne capacité à respirer parce qu'il y a beaucoup de trous et ça reste protégé parce que c'est une grille. Après, on fait ce qu'on veut. Moi, mon critère quand j'ai choisi mon casque, c'était d'avoir une croix dorée dessus. Donc moi, j'ai un casque avec une croix dorée dessus. Voilà. Alors le rythme d'entraînement, il va se diviser en fait en un rythme. En fait, il va y avoir deux types d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement qu'on va faire nous personnellement pour renforcer tout ce qui est le mental, tout ce qui est le physique et tout ce qui est la technique individuelle. Et ensuite, il va y avoir les entraînements en équipe. Chez Martel, pour l'instant, on se fixe un entraînement en équipe par mois.
pour vraiment arriver à se retrouver au moins une fois par mois. C'est pas forcément évident vu que les gens habitent pas sur place. Et ensuite, la semaine, on va avoir toutes nos pratiques, comme la musculation, comme la boxe par exemple, ou le judo qui aide beaucoup pour le judo qui aide beaucoup pour le béour. Donc voilà, le rythme, ça va être en armure complète en équipe une fois par mois, pour nous en tout cas. Et ensuite, tout ce qui est sport individuel et pratiques individuelles pour le béour. Déjà, avant le tournoi, on va vérifier toutes les armes. Donc toutes les armes qui ont été utilisées là, on les a vérifiées hier matin ou ce matin, que ça corresponde en termes de poids, de taille, de l'arrondi aussi, que les armes ne soient pas trop dangereuses. Et ensuite, pour tout ce qui est de la lice, on va avoir les arbitres qui sont à l'extérieur pour vérifier dans les angles et à l'intérieur pour vérifier de manière à ce qu'on ait le plus de points de vue possible sur tous les combattants, pour essayer de manquer le moins de choses possible. Et ensuite, en lice, on va vérifier l'application des règles, les coups interdits, les pertes d'armure. Notamment là, on a quelques combattants, Grimaldi qui commençait à perdre des armures, pas au point de les mettre au sol, mais le Solray notamment qui commençait à partir. Et ça, on arrête à ce moment-là? Alors ça dépend, là le Solray tenait encore donc on l'a pas arrêté, mais un gantelet qui tombe par exemple, on a mis un Grimaldi au sol ici parce qu'il a perdu son gantelet. Donc la main à nu, on va pas le laisser combattre. On a eu quelques casques qui sont tombés aussi aujourd'hui, hier aussi. Donc pour ce genre de coups, ce genre de faute, on met les gens au sol. Et ça peut aller jusqu'à un carton jaune, un carton rouge. Par exemple, un coup à la nuque qui est strictement interdit. Ça va être un carton jaune, et si le combattant blessé ne peut pas combattre, ce sera un carton rouge. Une année donc de la Fédération française de béour. Cette année, on a eu 6 tournois officiels dans lesquels les équipes participent dans le but de gagner des points au classement national. Et à la fin de l'année, on décrète le champion de France en fonction de l'équipe qui a remporté le plus de points. On a aussi la possibilité de gagner des points au classement international grâce à la ligue qui s'appelle la Bourg League, qui est un peu la Ligue des champions du béour en quelque sorte. Les combattants participent à des tournois tout au long de l'année. La fédération les organise. Bien souvent donc en partenariat avec des collectivités locales, des associations locales, ici par exemple le Château Faugas, enfin ça peut être des tas d'organismes. Il y a beaucoup de choses aussi en dehors des tournois, mais on va dire ce qui structure vraiment le sport et qui fait les moments forts de l'année, c'est les compétitions. Et on a des équipes qui sont motivées pour aussi participer à des tournois internationaux dans d'autres pays, pour gagner plus de points au classement international encore. Et ça, il y en a dans tous les pays en fait. C'est à vocation universelle, même s'il y a un marqueur culturel fort avec l'héritage des chevaliers européens. C'est quelque chose qu'on est ravis de partager avec le monde entier. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des combattants qui optent pour des armures asiatiques, des armures mongoles, des armures de samouraï. Tout est possible. Tant qu'on respecte le cahier des charges d'historicité et de sécurité, on retrouve ces pays-là au championnat du monde, qui a lieu tous les 2 ans, qui s'appelle Battle of the Nations. Malheureusement, on a dû un peu interrompre nos activités du fait de la guerre en Ukraine, qui a un peu paralysé le monde du béour au niveau international, parce que les 2 plus gros pays, on va dire, du béour, c'était la Russie et l'Ukraine. C'est un peu les pays qui sont à l'origine du sport tel qu'on le pratique aujourd'hui. Donc on a dû un peu geler toute l'activité liée au championnat du monde. Les critiques qu'on reçoit, je vais dire de temps en temps, c'est par rapport à la violence un peu des combats, où des gens prennent un peu ombrage du fait que nos événements quand même ont beaucoup de succès, que c'est un sport qui est sorti un peu de nulle part et qui est devenu très populaire, et où on a fait notre chemin un peu indépendamment du milieu médiéval classique. Donc on a pu avoir à certaines époques des gens qui critiquaient l'historicité de nos tenues, l'historicité aussi de l'activité en elle-même qu'on pratique, même si nous c'est pas notre prétention de faire une reproduction exacte de ce que des chevaliers peuvent faire. Moi, comme je l'expliquais, c'est une pratique sportive qui a évolué. Nous, on en pratique la version du 21e siècle qui puise juste ses racines sur une pratique ancienne, en fait. Après, sur le côté politique, médiatique, c'est arrivé aussi, il y a plusieurs années, que du fait que, comme on est dans un univers médiéval, sur nos blasons, il y a des fleurs de lys, des aigles, des trucs comme ça. Et pour certaines personnes, ça équivaut forcément à un positionnement politique, alors qu'il est uniquement historique et patrimonial.